explique la Russie qui franchit les frontières avec ses chars. Oui, mais c'est ce que Poutine explique justement aux dirigeants nord-coréens, qui sont quand même assez sensibles à la propagande russe, que c'est la Russie qui a été attaquée par l'OTAN. Oui, c'est le narratif russe. C'est le narratif russe auquel, je répète, les Nord-Coréens sont extrêmement sensibles. Donc, il faut rappeler ce partenariat qui existe et qui finalement est très visible. Et de l'autre côté, il faut savoir, les trous de la raquette, comme vous l'avez dit, que la Russie manque de bras aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire les profondeurs stratégiques de la Russie sur lesquelles on avait beaucoup fantasmé ne sont pas peut-être aussi stratégiques que ça. Parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens neutralisent plus de Russes que les Russes ne peuvent à recruter. Et donc, il s'agit, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, de la perspective d'une nouvelle mobilisation en octobre. Et Zelensky, le président de l'Ukraine, avait déjà dit que dans les médias, la Russie pourrait recruter 30 000 Nord-Coréens. Oui. Donc, et 30 000 Nord-Coréens, c'est justement le chiffre des victimes, enfin des Russes, qui sont neutralisés, tués par les Ukrainiens. Chaque mois. Par mois. Voilà, exactement. Donc 30 000, ça ne représente pas grand-chose. Alors, il y a une différence fondamentale, permettez-moi, entre ce qui s'est passé il y a quelques mois dans la région de Koursk et ce qui se passe maintenant avec l'arrivée de ces Nord-Coréens en Russie pour apparemment participer aux opérations militaires, c'est que la dernière fois, aucun soldat nord-coréen n'avait franchi la frontière, n'était passé en Ukraine. Ils avaient aidé, si j'ose dire, les Russes à repousser l'armée ukrainienne derrière ses frontières. Si, cette fois-ci, les Nord-Coréens utilisaient leurs missiles sur le sol russe pour directement viser l'Ukraine, est-ce que ça change quelque chose dans, l'idée d'une participation commune dans cette guerre? Est-ce que ça élargit le socle? Mais ça arrive déjà. Les Russes tirent déjà des missiles avec des missiles coréens. Oui, mais ce sont les Russes qui tirent. Les Nord-Coréens... De la même manière que les Ukrainiens se servent d'armes étrangères pour aller viser les Russes. De toute façon, là, si les opérations sont menées par des Nord-Coréens contre l'Ukraine directement, ils sont de fait engagés dans cette guerre. De toute façon, la guerre a été internationalisée le jour où des troupes nord-coréennes sont venues aider Vladimir Poutine. Il faut quand même rappeler que ce partenariat, il est plus au niveau de défense avec la Corée du Nord, il est plus contraignant et plus symboliquement plus important que celui qui lie la Russie à la Chine. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vladimir Poutine tape sur les failles et sur les manques des Ukrainiens. Les Ukrainiens ont un manque de défense aérienne, donc on augmente les tirs de missiles pour faire plier l'Ukraine. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que cette étape nouvelle dans la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord, elle se double d'une étape nouvelle militaire franchie entre la Chine et la Russie depuis plusieurs mois. Il y a un consortium de journaux européens qui est tombé sur des documents confidentiels et qui raconte la manière dont, en fait, les chefs d'état-major, les responsables de la défense et des grandes entreprises de défense, chinois et russes, depuis 2 ans, se réunissent de manière secrète, absolument régulièrement, pour travailler, pour en fait concevoir des nouvelles armes ensemble, pour monter une coalition anti-Starlink, le réseau Internet de Musk, et pour, en fait, parce qu'ils le disent quasiment comme ça, abattre la démocratie. On est sorti de cette aide passive et démentie par les La Chinois. Chine, officiellement, est plus discrète dans son aide à la Russie, mais cette aide de la Chine est considérée comme étant vitale. Elle permet à la Russie de poursuivre cette guerre, et quand on additionne l'Iran, la Corée du Nord et la Chine, ce sont des puissances qui qui envoient leur aide militaire à la Russie beaucoup plus rapidement que les alliés européens et jadis américains à l'Ukraine. Donc il est là le différentiel. Et il faut quand même remarquer que la Russie ne tient aujourd'hui que grâce à ses amis qui lui veulent du bien. Il faut juste mettre un bémol, c'est que au rythme où la Russie perd des hommes sur le front, quand on voit la manière dont les soldats sont envoyés comme de la chair à canon, dont ils sont abattus quand ils veulent pas aller au front, ils sortent des prisons, c'est absolument abominable. Il faudra bien plus
que 30 000 soldats nord-coréens pour compenser le déficit. Donc ça ne résout pas tout de suite la question de la mobilisation. Qui lui veulent du bien tant que le pétrole continue à couler à flot. Ça, c'est aussi une petite parenthèse, même si ce pétrole, il passe sous le manteau, si j'ose dire. On a tous les yeux rivés vers le Golfe Persique, mais est-ce que l'internationalisation de cette guerre, c'est pas véritablement le principal problème du monde aujourd'hui, quand on voit que la Chine, la Corée du Nord, l'Iran sont plus qu'alliés. Ils sont soutiens actifs de cette guerre désormais, en fournissant des armes, en fournissant des hommes, du renseignement aussi évidemment, qu'ils partagent les uns avec les autres, chacun pour des intérêts qui sont bien spécifiques à leur propre pays. Tout à fait, et pour rebondir sur ce qu'a dit Isabelle Lasserre, sur la célérité avec laquelle on assiste à des coopérations militaires et à des bénéfices en termes d'entraide, c'est que finalement l'ensemble de ces puissances se sont préparées aux différentes formes de guerre, pas nous. Si on prend le cas de ce qui se passe à Hormuz, guerre militaire versus guerre économique. La Russie, ça fait un moment, depuis l'effondrement du mur de Berlin et sa logique de réarmement, qu'elle s'est préparée à différentes formes de guerre, y compris les guerres hybrides et la guerre directe telle qu'elle le mène. Donc finalement, on est dans une forme de, je dirais presque naïveté de la part de l'Europe qui s'est réveillée avec ses fronts multiples, avec finalement une dépendance totale aux États-Unis qui fait que l'Occident se retrouve aujourd'hui dépassé en termes de temporalité parce que ce tempo de la guerre n'est pas le même et surtout une partie de la manière dont on a conçu les guerres et nos programmes militaires n'étaient pas adaptés. Donc aujourd'hui on a ce différentiel par rapport à nos lois de programmation militaire, à cette rapidité de la guerre et à la manière dont on doit la concevoir. C'est-à-dire d'un point de vue doctrinal, on doit réécrire aussi notre manière de penser la guerre, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire réécrire la manière dont on doit penser la guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire déjà, c'est être plus réactif, être en capacité d'être plus agile, faire attention à certaines formes de limites. On l'a vu avec la guerre informationnelle, avec l'usage du cyber, cette autonomisation du champ de guerre avec les drones qui rebasculent, qui saturent les systèmes de défense et qui permettent, par exemple, là, aux vecteurs balistiques de frapper. Donc on se rend compte qu'il y a des nouvelles articulations, il y a des nouvelles logiques et il y a des technologies sur lesquelles nous sommes aujourd'hui en condition de faiblesse. Alexandre Melnik. Cette lenteur occidentale que j'ai évoquée au début de l'émission est inhérente au mécanisme démocratique. Parce que en démocratie, pour prendre une décision, il faut passer par un débat, etc. Donc ça prend du temps. Alors que face à nous, il y a des prédateurs, il y a des pays autoritaires, dictatoriaux, où toutes les décisions peuvent être prises très rapidement par les dirigeants ou par le dirigeant de ces pays-là. Donc, encore une fois, ce choc de temporalité. Démocratie qui devient de plus en plus lente et peut-être pas très bien adaptée d'ailleurs à l'instantanéité de notre monde d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a des autocraties qui foncent aujourd'hui parce que tout peut être décidé immédiatement, instantanément, par la volonté d'un dirigeant. Donc, comment sortir de ce choc de temporalité ? À mon avis, il faut quand même, ce que vous disiez aussi, refonder d'une certaine façon la riposte des pays démocratiques face aux autocraties, parce que ce clivage entre les pays démocratiques, l'axe démocratique et l'axe des autocraties, va marquer la physionomie du XXIe siècle. Pour moi, c'est clair et net. Il y a une exception quand même, c'est l'Ukraine, qui est une démocratie et qui est extrêmement rapide et qui est tout le temps en train d'innover. Parce qu'elle est en guerre. Très vite. Parce qu'elle est en guerre. Les soldats ukrainiens nous disent eux-mêmes, quand on est sur place, la paperasse, l'administration, c'est une catastrophe, il faut qu'on aille plus vite. Et tout a changé en Ukraine depuis 4 ans. Pour tous ceux qui, comme nous, y sommes allés, on a vu vraiment les choses évoluer de manière absolument incroyable. Parce que ce sont des néophytes de la démocratie, d'une certaine façon, les nouveaux convertis, qui croient encore aux fondamentaux, si vous voulez, de la démocratie, qui n'est pas bureaucratisée, et qui n'est pas administrative. Et en plus, ils sont acculés, évidemment, à cette situation. Une question importante sur le rôle de la Chine, parce qu'on a parfois entendu dire que Pékin était irrité de l'évolution de la relation entre Moscou et Pyongyang. Est-ce que, dans le cadre de ce qui est en train de se passer maintenant, on imagine que les Chinois sont en train de suivre tout cela avec beaucoup d'attention, la Chine peut être un frein ou un levier pour tenter de ralentir cette coopération militaire et cette aide militaire que fournirait la Corée du Nord à l'Ukraine?
Personne ne veut répondre à cette question. Isabelle Lasserre. Non, mais la Chine aime bien avoir la main sur la Corée du Nord. Et c'est vrai que la Chine est irritée quand son protégé lui échappe. Mais vous savez, on imagine difficilement que Xi Jinping ne soit pas au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Être au courant, est-ce que ça veut dire valider ? C'est-à-dire que on ne sait pas ce qui se dit dans les conversations privées entre les deux hommes. Mais par exemple, on a beaucoup dit que Xi Jinping avait une ligne rouge qui était une ligne sur le nucléaire avec Vladimir Poutine. On n'a jamais eu la preuve, mais on pense en Occident que Xi Jinping a dit à Vladimir Poutine: tes menaces d'utiliser une bombe tactique nucléaire, tu ne dépasses pas la menace, n'imagine même pas que ce soit possible. En même temps, dans les documents stratégiques de la Chine, on voit des textes signés à la fois par Vladimir Poutine et par Xi Jinping qui considèrent que la menace nucléaire et la menace de prolifération nucléaire, elle vient de l'Occident. Donc c'est très très ambigu et c'est très compliqué. Peut-être juste un point pour compléter ce qui a été dit, et lorsqu'on parlait de ce différentiel et du pourquoi on était aussi lent, au-delà de la dimension démocratique, je pense qu'il y a un concept qui est un concept clé, c'est celui de puissance. L'Europe, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a renoncé à être une puissance. À partir du moment où vous vous contentez d'être une sorte de plateforme économique qui va jouer un rôle essentiel dans l'économie mondiale, mais que vous renoncez à avoir une politique étrangère, à avoir une posture, à être en capacité de pouvoir dissuader vos adversaires ou à pouvoir faire face aux différents défis stratégiques, vous êtes en situation de vulnérabilité. Oui, en deux mots, je voudrais rajouter quand même une chose, c'est pas un problème de démocratie, c'est le problème, ce qui est évoqué Isabelle Lasserre, c'est que l'Europe, et fort heureusement, n'est pas en guerre. La Russie est en guerre, l'Iran est en guerre, la Corée du Nord est en guerre, depuis toujours en fait, mais l'Europe n'est pas en guerre. C'est aussi une raison pour laquelle on n'actionne pas à la même vitesse les décisions. En quelques mots ? En quelques mots, la phrase de Donald Tusk, qui est le Premier ministre polonais: pourquoi 500 millions d'Européens doivent toujours demander à 300 millions d'Américains de les protéger contre 140 millions de Russes? Ouais, il faut que l'Europe prenne son destin en main. C'était ça le sens de cette phrase, évidemment. L'Europe redevienne adulte. Adulte, c'est-à-dire prendre, comme vous l'avez dit, son destin en main. Et ça, c'est un sujet, enjeu géopolitique de très très long terme.